Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. La nouvelle a été reprise par beaucoup de médias. L'atrazine, un herbicide de synthèse utilisé en agriculture, se retrouve dans l'eau consommée par de nombreux Québécois. Ce serait le pesticide le plus fréquemment détecté dans les eaux de surface au Québec. On le retrouverait même dans 98% des échantillons d'eau des régions où pousse le maïs. C'est ce que démontrent les campagnes d'échantillonnage initiées par le ministère de l'Environnement du Québec. Les rivières québécoises en contiendraient des concentrations qui pourraient être inquiétantes pour la faune et la flore aquatique. Cela pourrait l'être aussi pour l'homme, s'alarmait l'organisme Équiterre dans un récent communiqué. Reconnu comme un perturbateur endocrinien, l'atrazine a des effets toxiques sur l'équilibre hormonal et le développement des petits vertébrés, des grenouilles, des rats, qui modifieraient même le système hépatique des chiens. Mais il y a peu d'études épidémiologiques sur les populations humaines et celles que l'on a se contredisent souvent. Alors on ignore quel serait l'impact de ce pesticide consommé régulièrement via nos robinets. Nous sommes en compagnie de Sébastien Sauvé, professeur en chimie environnementale de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Ça fait plusieurs années que vous vous intéressez aux contaminants et à leur présence dans l'eau de surface canadienne. Quelle est la situation actuelle, plus particulièrement pour les pesticides? Les pesticides, forcément, tout ce qu'on utilise au niveau agricole a des chances de se ramasser dans l'eau. Dans l'eau autour du champ, dans le sol, dans le ruisseau, dans la rivière ensuite, etc. Donc, il y a des traces de pesticides qu'on peut retrouver un peu partout. Le défi, c'est de voir dans quelle situation les traces qu'on arrive à voir, est-ce qu'elles sont vraiment trop élevées ou est-ce que c'est des tout petites traces qu'on peut ignorer. Est-ce que c'est une situation qui s'empire ou est-ce que ça s'améliore? C'est dur à répondre parce que ça change. Parce que de façon historique, on change les pesticides au fur et à mesure qu'on se rend compte que les pesticides sont dangereux, sont toxiques, qu'ils ont des impacts. On les interdit, mais on en invente de nouveaux, on utilise autre chose, on prend autre chose, et jusqu'à ce qu'on ait assez d'informations pour décider si les nouveaux sont aussi dangereux que les précédents. Donc, peut-être un exemple, à l'origine, dans les vergers, on utilisait de l'arsenate de plomb, ce qui semble pas être tout à fait parfait. Mm-hmm. Mais éventuellement, on s'est rendu compte qu'il y avait certains risques associés à autant le plomb que l'arsenic. On a transféré vers le DDT, qui a créé toutes sortes de problèmes avec les oiseaux prédateurs et toutes sortes d'autres problèmes, les perturbateurs endocriniens, etc. On s'est dit, on va bannir ça. Et on évolue avec des organophosphorés, qui ont aussi eu toutes sortes de problèmes sur la santé, autant chez les humains que chez d'autres. Et là, on est dans des nouvelles vagues de pesticides où on commence à accumuler un petit peu de choses, mais là, on est moins... Les effets sur la santé humaine sont des fois moins probants. Mais bon, il y a l'exemple des néonicotinoïdes qui sont reliés avec des risques aux abeilles. Il y a peut-être choses qui sont peut-être dans les zones où ils ont moins d'impact très toxique sur l'humain immédiat, mais qui pourrait peut-être en avoir sur les questions de perturbation endocrinienne, sur les questions d'exposition avec des petites concentrations à long terme. Et donc là, il y a plein de suspects, mais il n'y a pas toujours de démonstration claire. Vos études qui datent de 2009 et 2012 relevaient la trace de 14 contaminants, mais aussi de caféine, de médicaments dans l'eau potable montréalaise. C'est quoi que vous avez trouvé en plus grosse quantité? C'est quoi qu'on buvait le plus, finalement? Dans ce qui est souvent en grande quantité, la caféine ressort beaucoup parce que quand on regarde les médicaments, quand on regarde les produits qu'on consomme, la caféine serait, si on le considérait comme un médicament, c'est quelque chose qu'on consomme énormément quand on compare au reste des trucs qu'on va acheter à la pharmacie parce qu'il y a énormément de gens qui prennent la caféine à travers du café, des boissons gazeuses, du chocolat, du thé, même le thé contient de la caféine. Par contre, l'impact ou le risque d'être exposé à la caféine
minimal s'il n'est pas nul. Nous, on aime bien mesurer la caféine parce que justement, la concentration est très élevée et c'est celui qui est le plus facile à détecter. Donc, ça devient un traceur ou un indicateur. Donc, si on trouve la caféine, ça veut dire que si on allait voir les autres affaires qui sont associées à ce genre de contamination-là, ils vont y être. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est que si la caféine est dans l'eau, elle vient probablement d'une quelconque contamination sanitaire. Et donc, tous les autres contaminants qui seraient associés à l'urine au graisse puis à une contamination sanitaire pourraient y être aussi, incluant dans certains cas une contamination pathologique bactérienne, coli, etc. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on intègre la caféine, parce qu'a priori, il n'y a pas trop d'inquiétude. Par rapport à ça. Oui. Ensuite, quand ce soit les médicaments ou les pesticides, la difficulté, c'est qu'il faut trouver pour chacun de ces produits-là, il faudrait savoir c'est quoi le niveau qui a des impacts. Et ça devient dangereux quand la concentration qu'on voit est proche du niveau où il commence à y avoir des impacts. Donc, il pourrait y avoir des molécules qui sont à des très hautes concentrations, mais qui sont malgré tout très basses encore la concentration qu'on a besoin pour affecter les poissons, pour affecter notre santé, pour affecter la faune sauvage ou les plantes. Donc c'est toujours cette espèce d'écart ou de zone de sécurité entre la concentration qu'on voit dans l'environnement et combien de plus il faudrait y en avoir pour qu'il y ait des risques. Où est-ce qu'on est déjà au-dessus de cette zone de risque-là? Le communiqué publié par Équiterre a sans doute alarmé la population et les médias, un blitz médiatique sans doute un peu démesuré à la lumière des rapports de recherche, n'est-ce pas? Il y avait une emphase sur les risques pour la santé humaine et par rapport à l'atrazine, c'est pas quelque chose qui est clair dans la littérature. En ce moment, il y a beaucoup de littérature qui montre qu'il y a très peu d'effets sur la santé humaine. Il y a quelques éléments dans la littérature qui disent par contre qu'au contraire, il y a des impacts, mais c'est un petit nombre d'études. Donc, il se trouve y avoir beaucoup d'études qui montrent peu d'impact et quelques études qui montrent des inquiétudes et des risques. Et donc, ça prend plus d'études pour arriver à trouver c'est quoi les circonstances qui font que dans certaines études, on voit des risques. Et donc, il faut mieux comprendre d'où viennent les risques à l'atrazine. Oui. Donc, on est juste dans cette zone grise où on ne sait pas exactement quel devrait être le seuil, mais en ce moment, les concentrations qu'on voit sont bien en dessous des seuils qu'on peut s'attendre avec les études actuelles. Oui. Quelle est votre inquiétude en tant que chercheur face à l'atrazine qui est encore utilisée au Canada et peut-être sa persistance malgré les mesures d'atténuation? Êtes-vous inquiet? Il y a deux aspects. Les concentrations qu'on voit puis qui fluctuent et signifient qu'il y a probablement des impacts sur les amphibiens, sur la faune. Donc, c'est une question de protection pour les grenouilles, les poissons, les crapauds, etc. Donc, autant des fois on retarde des projets immobiliers pour protéger une zone pour une espèce de grenouille menacée ou une espèce plus petite population. Là, on met de l'atrazine partout à travers le pays à des concentrations qui peuvent être clairement à risque pour ces espèces-là. L'autre élément, moi, qui m'inquiète un peu, c'est que la France, l'Union européenne ont banni, pour des raisons qui sont en partie politiques, l'atrazine. Et même une dizaine d'années plus tard, il y a beaucoup de zones agricoles où on voit encore beaucoup d'atrazine dans l'eau. Donc, l'historique qu'on a est qu'on a tellement mis d'atrazine et la journée où on voudrait réduire, ça va être très long avant de pouvoir réduire les concentrations dans les cours d'eau, dans les lacs, parce qu'il y a une accumulation énorme dans les champs agricoles. Je suppose qu'on n'est peut-être pas obligé d'aller à la bannir, mais bon, on pourrait peut-être mieux réguler ou essayer de limiter un peu les excès, parce qu'il y a quand même des pics de concentration d'atrazine qui sont très élevés. Oui, c'est un problème que rencontrent beaucoup de pays, mais souvent à l'état de traces ou de nanogrammes. Quelles sont les solutions pour... Bon, il n'y a pas de solution miracle. L'atrazine, c'est un herbicide pour enlever les mauvaises herbes. Dans ce cas-ci, c'est de soit d'en utiliser moins, mieux contrôler, d'utiliser des méthodes alternatives selon les pratiques agricoles
agricole, on utilise plus de désherbage de d'autres façons. Donc, il y a des éléments qui peuvent se faire à travers les pratiques agricoles. Il y a des éléments que les citoyens peuvent faire en achetant des produits biologiques ou des produits sans pesticides ou sans utilisation de pesticides. C'est une façon de diminuer un peu la demande pour l'atrazine ou les autres pesticides. Oui, Santé Canada réévalue actuellement la norme admise de l'atrazine. L'Union européenne a interdit l'atrazine il y a 13 ans, vous l'avez dit. Pourquoi Santé Canada n'adopte-t-il pas le même principe de précaution pour protéger l'environnement et la santé des Canadiens? Il y a quand même deux éléments où peut-être que si on prenait le principe de précaution par rapport à la santé humaine, dans ce cas-ci, on pourrait peut-être avoir un certain resserrement des critères de potabilité, vu qu'il y a maintenant quelques études, même si elles ne sont pas univoques, qu'il y a une disparité dans les résultats pour la santé humaine, on pourrait resserrer un peu les critères. Mais je ne suis pas certain que juste sur cette base-là, il y a assez d'informations pour bannir. Il y a des filles en Europe et qu'ils avaient des seuils préétablis par la loi. Et pour rencontrer ces seuils-là, la seule façon qu'on peut voir, c'est de bannir. Donc, nous, ici, l'autre élément qui complique les choses, c'est que les impacts plus clairs, ils sont des impacts sur la santé des animaux, sur les amphibiens, les grenouilles, etc. Donc, c'est moins dans le mandat de Santé Canada parce que c'est pas un impact sur les humains. Mm-hmm. Santé Canada, il faut focaliser sur les humains, alors que là, on a beaucoup d'évidence pour montrer qu'il y a des impacts sur la faune. Et les impacts sur l'humain sont dans une zone plus grise ou moins évidente. Là. Donc, on n'a comme pas d'impact clair d'effet sur l'humain, mais on n'a pas non plus toute l'information pour dire qu'il n'y en a pas non plus. Oui. Donc, on est dans une zone de précaution, et là, ça devient très, très subjectif quand on est dans une zone de précaution sur c'est quoi le niveau de précaution qui est requis. Oui. Et ça, c'est probablement un aspect qui est très personnel aussi, là, même à travers un seul pays ou à travers différents pays, différents politiciens, différents citoyens. On n'a pas la même tolérance au risque. Et là, l'information n'est pas très, très claire sur qu'est-ce qu'on devrait prendre comme zone de précaution. Mais bon, je présume qu'il serait... J'espère qu'il y aura un resserrement certains resserrements du critère de qualité pour refléter ça, même chez l'humain, là, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui soulèvent des inquiétudes. Donc, tout le monde serait plus rassuré, je pense, s'il y avait un critère qui était plus raisonnable, parce que le critère actuel est un peu vieux et très élevé. Et donc, s'il y avait un critère resserré, de rencontrer le critère rassurerait tout le monde, alors que le critère en ce moment est tellement déconnecté des effets sur la faune du critère européen qui n'a pas l'air très utile. Et donc, ça rassure personne de rencontrer un critère qui est trop facile. Oui, en plus que notre tolérance au risque pour l'environnement est sûrement plus grande que pour la santé des humains, finalement. Merci beaucoup. On était en compagnie de Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnementale de l'Université de Montréal. Nous parlons maintenant avec O'Neill Samuel, toxicologue à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour. Bonjour. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez lu la nouvelle dans les médias, l'atrazine dans l'eau potable du Québec? Bon, j'ai pas été, après ma barre, tellement surpris du fait que on retrouve assez régulièrement de l'atrazine dans les rivières, dans les cours d'eau notamment, et aussi dans les programmes de surveillance de pesticides, les programmes obligatoires dans les grands réseaux où on mesure certains pesticides dans l'eau et où on trouve de faibles concentrations, là, occasionnellement, par contre des faibles concentrations qui sont toujours en deçà des normes, que ce soit américaines ou canadiennes, par exemple. Est-ce que la présence de pesticides, de perturbateurs endocriniens est un problème de santé publique important au Québec?
Bon, c'est une grande question. Si on prend le cas spécifique de l'atrazine, on sait bien que ce produit-là pourrait être à l'origine d'effets, tout au moins au niveau des études expérimentales, d'effets nocifs, là, comme des troubles de croissance, des troubles sur le développement, la reproduction et même des troubles de comportement. Donc, c'est assez bien démontré au niveau expérimental lors des études avec les animaux de laboratoire. Par contre, chez les humains, dans des situations ou aux concentrations mesurées dans l'eau de consommation, dans le cas du document d'Équiterre, on ne donnait pas vraiment les concentrations qui avaient été mesurées, mais aux concentrations qui sont habituellement mesurées, là, il est assez difficile de faire cette démonstration. On n'a pas des preuves encore très solides et les quelques études épidémiologiques qui existent, on a souvent des biais méthodologiques là, du fait que souvent les gens sont exposés à plusieurs pesticides en même temps. C'est un exemple, mais la preuve n'est pas très solide. Ce qui ne veut pas dire là, qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que de plus en plus dans la littérature, pour certains autres produits, par exemple, on a observé qu'à des doses relativement faibles, on pouvait observer des effets endocriniens. Mais actuellement, pour l'atrazine, on n'a pas beaucoup de données pour être capable de confirmer ces effets-là, mais il faut demeurer prudent et selon moi, que ce soit la présence dans l'eau ou les données sur les effets environnementaux, par exemple, ça justifie d'être prudent et de s'assurer de revoir l'utilisation du produit ou tout au moins en réduire l'utilisation de façon significative. Oui, est-ce qu'il y a d'autres pesticides dont il faut se méfier? Bon, je vous dirais que actuellement, il y a près de 300 et plus matières actives d'homologuées. Plusieurs, au niveau expérimental, ont démontré différents effets, que ce soit des effets cancérigènes, des effets sur la reproduction, sur le développement ou autres. Et il faut s'assurer que les gens ne soient pas trop exposés à ces pesticides-là. Lorsqu'on parle de l'eau, généralement, ce sont des faibles concentrations qui sont mesurées. Et c'est toujours désagréable de savoir qu'il y a des pesticides dans l'eau. Et je pense que ça justifie qu'on prenne des mesures pour essayer de rationaliser l'utilisation de ces produits-là. L'énumération pourrait être longue là, des produits pour lesquels on a observé des effets au niveau expérimental. Bon, de là à extrapoler chez l'humain en situation d'exposition des faibles doses, c'est autre chose, mais il demeure beaucoup d'incertitudes, notamment parce qu'on n'est pas exposé qu'à un pesticide, on peut être exposé à plusieurs et ça justifie là, d'essayer de réduire l'utilisation de ces produits-là, tout au moins des produits les plus toxiques. Là. Oui. Quelle est l'exposition de la population québécoise à l'atrazine, concrètement? Bon, concrètement, l'exposition se fait principalement via l'eau. On en trouve très peu dans les aliments, c'est très rare. Donc, mais de faibles concentrations qui sont toujours en deçà des normes canadiennes. Je vous donne un exemple dans la surveillance qui est effectuée dans les grands réseaux, qui est obligatoire d'un point de vue légal, là, qui est réglementé. Entre 2010 et 2014, par exemple, on a observé des concentrations entre 0,1 et 0,3 microgrammes par litre. Alors qu'on parle de normes qui varient entre 3 et 5 microgrammes par litre. Je rappelle en Amérique du Nord ou les données québécoises. Donc, on est généralement en deçà des normes. La particularité des produits pour lesquels on a observé des effets endocriniens au niveau expérimental, c'est que les effets pourraient survenir, tout au moins ça a été démontré pour certains produits, en deçà des doses là, qui sont utilisées pour l'expérimentation animale. Mais dans le cas présent, donc on peut supposer des effets potentiels, mais on n'a pas une démonstration très forte au niveau des cas qu'on a pu observer, par exemple. Oui, quels sont les effets toxiques de l'atrazine sur l'environnement d'abord? C'est surtout des effets endocriniens. Au niveau environnemental, d'une part, c'est pas ma spécialité, là, mais ce sont des effets, notamment sur la reproduction, au niveau de l'apparence des sexes chez les vertébrés, changement au niveau du sexe, par exemple, des effets surtout sur la reproduction, qui ont bien été démontrés, notamment chez les amphibiens, les batraciens, entre autres. Oui. Et les effets sur la santé humaine, là? Bon,
sur la santé humaine, les effets suspectés, il y a deux grands types d'effets suspectés au niveau des études expérimentales. On parle ici des études chez les animaux de laboratoire. Une possibilité d'une forme de cancer et les effets qui sont liés aux perturbations endocriniennes. Dans le cas des effets sur le cancer, les modèles animaux ne sont pas reproductibles chez l'humain et finalement, l'atrazine n'a pas été classée cancérigène possible ou probable du fait que les mécanismes en cause sont peu probables chez l'humain. Oui. Dans le cas des effets endocriniens, et même neurotoxiques ou neuroendocriniens, ce sont des effets qui pourraient avoir des conséquences, notamment sur la reproduction, le développement, et ça a été démontré quand même dans certaines études réalisées, souvent avec des protocoles différents de ceux utilisés par les orientations classiques demandées par les organismes de réglementation. Donc, au niveau expérimental, ce sont des effets possibles. La démonstration, par contre, en situation d'exposition humaine, il y a quand même quelques études qui vont dans ce sens-là, mais comme je vous le disais un peu plus tôt, qui ont quand même plusieurs biais méthodologiques, là, et le poids de la preuve ne semble quand même pas très fort. Mais il faut quand même rappeler que toute la question des effets endocriniens, c'est une voie relativement nouvelle, une voie d'études relativement nouvelle en toxicologie et qui d'ailleurs ne fait pas l'unanimité auprès de la communauté scientifique. Donc, c'est nouveau. On a encore beaucoup d'études à faire, mais je pense que ça incite à la prudence et qu'on devra accélérer les études au niveau de ces effets-là. Dans le cas de l'évaluation des perturbations endocriniennes des pesticides, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, presque 15 ans, que les organismes d'évaluation ont promis de développer des grilles pour être capables d'évaluer ces produits-là. On a déjà ciblé une soixantaine de produits, peut-être un peu plus maintenant, mais il y en a encore très peu qui ont été évalués. Donc, il faut demeurer prudent, même si on n'a pas une forte preuve actuellement de ces effets-là chez l'humain. On va parler du cas de l'atrazine. Il faut quand même rester prudent parce que si effectivement ces produits-là ont des effets à très faible dose, mais même si les doses sont faibles dans l'eau, on pourrait peut-être éventuellement voir des effets. Mais ceci dit, les effets sur la reproduction, notamment, ont été pris en cause dans les évaluations de risque menées par Santé Canada et Agriculture Canada avec différents facteurs de sécurité qui sont ajoutés. Donc, ce qui je dirais pas nous rassure, mais nous permet de croire qu'on a un certain niveau de sécurité aux concentrations retrouvées, mais il demeure quand même beaucoup d'incertitudes. Oui, c'est pour ça que le communiqué d'Équiterre parlait de principe de précaution, justement. Est-ce qu'il y a des personnes plus vulnérables à ce genre de produits, des personnes... Bon, théoriquement, les enfants seraient considérés comme étant plus à risque, notamment en raison de l'immaturité de leur système physiologique, notamment ceux du métabolisme. On sait aussi que considérant leur masse corporelle moins importante, que les expositions pourraient être plus importantes que pour les adultes. Donc, les fœtus, les femmes enceintes sont aussi à risque. Et même les adultes, si on considère qu'on parle de problèmes de reproduction et de développement notamment. Il y a même des études qui ont démontré que les effets endocriniens, de perturbateurs endocriniens pourraient survenir jusqu'à la 3e génération des gens exposés. Ou tout au moins, ça a été démontré au niveau de laboratoire. C'est moins certain au niveau de l'extrapolation chez l'humain. Oui. Pourquoi la norme canadienne, alors, diffère-t-elle des autres normes américaines ou européennes et même des critères de l'OMS? Bon, les normes canadiennes et nord-américaines varient entre 3 microgrammes par litre à 5 microgrammes par litre. Ça dépend de l'approche habituellement prise pour développer les normes, où les critères sont généralement similaires. Sauf que dans certains cas, on va considérer, par exemple, une consommation d'eau différente dans l'évaluation du risque ou une dose de référence qui peut être différente. La dose de référence étant la concentration maximale qui peut être ingérée lors
d'une journée là, par une personne, sans risque potentiel ou théorique tout au moins. Et c'est pour ça qu'on observe des variations sensibles là, entre les normes, la norme nord-américaine de 3 microgrammes par litre et la recommandation canadienne de 5 microgrammes par litre. Ce qui m'a surpris un peu dans le communiqué des critères, c'est qu'on fait référence principalement aux critères de la Commission européenne. Et il faut bien comprendre que la norme de 0,1 microgramme par litre proposée est une norme qui est axé davantage sur le principe de précaution que sur l'analyse de risque. Alors qu'en Amérique du Nord, on va préférer faire des évaluations de risque avec différents scénarios d'exposition pour déterminer les normes. Il faut aussi savoir qu'en Europe, par exemple, plusieurs pesticides ont été interdits uniquement sur la base de leurs propriétés physico-chimiques qui vont favoriser le transfert vers l'eau souterraine, par exemple. On a des produits au Canada beaucoup utilisés, par exemple, dans les bleuetières, par exemple, qui sont interdits en Europe, non pas en raison du risque appréhendé, mais beaucoup plus parce que ça risque facilement de se retrouver dans l'eau et par principe de précaution, on va interdire ces produits-là. Mais ce n'est pas nécessairement basé sur une approche de risque. Oui, c'est pour ça que ça diffère. Je vous remercie beaucoup. On était en compagnie d'O'Neill Samuel, toxicologue à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Au micro, Isabelle Burguin, à la régie, Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM toujours et encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Et nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis E.T. phone home. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats et avec son accent chinois,